avoir un angle similaire de déformation. Donc, le couple total que j'ai noté, moi, MT, là, dans la correction, je l'ai écrit comme l'addition donc, du couple repris par l'acier et du couple repris par l'aluminium. Ou du moment, si vous voulez, je parle de couple, mais du moment de torsion repris par l'acier et du moment de torsion repris par l'aluminium. Et chaque moment, dans l'acier et dans l'aluminium, on peut l'écrire en fonction donc, de ses propriétés mécaniques intrinsèques, c'est-à-dire le module de cisaillement, G. Ça dépend aussi du coup du moment polaire, moment quadratique polaire, IG0, qui est différent pour l'acier et l'aluminium puisqu'ils n'ont pas les mêmes profilés, vu que l'aluminium est une poutre pleine de rayons petit d, et l'acier est du coup une poutre creuse de rayons intérieurs petit d et de rayons extérieurs grand D. Fois donc l'angle unitaire qui là est similaire pour les deux, donc que j'ai noté alpha. Donc je ne sais pas avec ma souris si vous voyez, j'en suis là. Bon, j'ai commencé ici, première étape, j'ai écrit la somme du moment de l'acier qui est plus le moment de l'aluminium qui est égal au moment total appliqué sur mon arbre. Du coup, j'injecte, là, ces trois équations, je les compile pour au final écrire donc celle-ci, c'est-à-dire le couple MT, le couple de torsion, en fonction donc, des propriétés de alpha. En fait. Et donc, ça me permet de déterminer alpha. Et ce alpha, du coup, je l'utilise dans l'expression de la contrainte dans l'acier et dans l'aluminium, qui s'écrit du coup de la manière suivante. Donc, c'est la première équation en fait, que j'avais écrite. Dans la correction, donc la contrainte dans chacun des matériaux s'exprime en fonction donc, du moment de torsion repris par le matériau, son moment quadratique polaire et le rayon, puisque dans une section, la contrainte va augmenter, va être en fait importante lorsqu'on s'éloigne de la fibre moyenne. Donc, la contrainte de cisaillement sera maximale pour le rayon maximum, c'est-à-dire dans l'aluminium, ça sera petit d et dans l'acier, ça sera grand D. Alors, grand D, c'est le diamètre, donc divisé par 2. Alors, ici, on vous donnait pas il n'y avait pas d'application numérique, hein, donc l'idée, c'était d'exprimer ça en fonction des données de l'énoncé. Donc là, il me manque en fait une dernière étape, vu que j'ai écrit là en fonction de alpha, mais du coup, alpha, vous l'avez ici. Est-ce qu'il y a des difficultés pour cette question? Et des choses qui peut-être n'étaient pas claires dans ma correction? Ok, je vais continuer. La question 2. Vu qu'il est déjà 14h30 et qu'on a 4 exercices, je vais du coup faire une demi-heure par exercice. Donc là, je préfère terminer sur celui-là. Donc, deuxième question. Donner le couple maximum que peut supporter cet arbre. Donc, c'est indirectement en fait une question de dimensionnement. Enfin, on ne vous dit pas de donner le diamètre minimal par rapport à un couple, mais plutôt par rapport à une dimension, savoir le couple maximum qu'on peut appliquer. Donc, en fait, vu qu'on a deux matériaux, on va avoir deux conditions, puisque chacun a sa condition de résistance pratique de résistance. Donc là, ici, pour la torsion, c'est une résistance pratique au glissement. Donc, on dit que dans l'acier, la contrainte maximale ne doit pas dépasser donc, cette résistance pratique au glissement et dans l'aluminium, pareil. Donc, on vous donne, dans le cas de l'acier, elle est égale à 60 mégapascales et pour l'aluminium, elle est égale à 35 mégapascales.
Alors, on ne sait pas laquelle est la plus limitante, hein, même si on voit que l'aluminium a une résistance pratique au glissement qui est plus faible, puisque la contrainte dépend, est maximale à un certain rayon, à des endroits différents en fait, dans le matériau. Donc, et vu que le matériau aussi reprend un moment de torsion différent, on ne peut pas déjà savoir laquelle des conditions est la plus limitante. Mais il y en a donc une des deux qui va être la plus limitante, c'est celle-ci qu'on va choisir. Et du coup, en fait, ça va être le couple maximum le plus faible qui sera retenu. Puisque ça sera dans le cas d'un des deux matériaux, si on dépasse cette valeur-là, et ben, du coup, on ne respectera plus la condition de résistance pratique au glissement. Donc, il faudra choisir le couple le plus faible dans les solutions qu'on aura trouvées. Donc, on va le faire pour l'acier et pour l'aluminium. Donc, là, j'ai la contrainte en fonction du moment de torsion, du moment polaire. Attendez, j'ai une question. Je ne vois pas forcément les questions. Là, j'ai vu. J'arrive pas physiquement. IG0. Alors, c'est le moment polaire, quadratique polaire, qui dépend des dimensions de votre section. Et l'expression... Alors, attendez, je descends dans les... OK. Ici, donc là, là j'ai mis dans la correction, c'était pour un autre exercice. Il y a les moments quadratiques pour la flexion, donc c'est par rapport à un axe, et moment quadratique polaire, c'est pour la torsion, donc c'est par rapport à un point. Après, physiquement, je ne sais pas si vous aviez besoin d'une explication. Ça, c'est un critère forcément de résistance par rapport à... c'est une manière de prendre en compte les dimensions en fait, de votre section, de votre poutre, dans justement les critères que vous appliquez. La réponse, il y a besoin peut-être de plus détailler. Parce que quand vous me demandez ce que ça représente physiquement, c'est une caractéristique qui est propre. C'est une bonne question. Est-ce que ça sera fourni en annexe? En fait, il n'y en a pas beaucoup des formules, parce que là, déjà, dans les moments quadratiques polaires, il n'y a pas les sections carrées rectangulaires, puisque dans le cadre de la torsion, vous n'avez que des sections qui sont cylindriques. Je pense, oui. Les années précédentes, il me semble que c'est des informations qu'on donnait et que vous n'avez pas forcément à retenir par cœur. Après, je pense que une fois que vous les utilisez 2-3 fois, vous arrivez facilement à les mémoriser. Mais je pense que ça vous sera donné. Il faudra peut-être demander confirmation à M. Denouveau. Alors, la correction. Donc, dans chacun des matériaux, voilà, vous avez la contrainte maximum, donc en fonction du moment de torsion repris par le matériau, son moment donc quadratique polaire, et du coup le rayon auquel la contrainte est maximale. Le moment de torsion, vous l'avez en fonction du module de cisaillement et de l'angle unitaire. Qu'on a déjà précédemment, en fait, on reprend les mêmes, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, les mêmes équations. Et du coup, au final, ça vous donne donc C2. Non, en fait, il me manque encore une équation. Vous réinjectez. Là, ici, vous reprenez, pardon. Du coup, il va me manquer, je vais reprendre ça pour le réécrire. Je ne sais pas si vous visualisez bien. Ici, vous avez le moment repris par l'acier en fonction des données de l'énoncé. Là, vous avez tout. Et surtout du MT, en fait, puisque c'est ça qu'on veut déterminer. Donc, vous réinjectez là-dedans et vous avez votre inéquation. Donc là, avec le moment, la résistance pratique au glissement. Et donc, ça va vous donner une condition sur MT.
Et vous le faites donc pour l'acier et pour l'aluminium. Donc, ça va vous donner deux valeurs. Dans le cas, alors ici, j'ai mis 1, mais c'est dans le cas du coup, de l'acier. Le moment total minimum qu'on peut appliquer. Alors, c'est peut-être pas le cas de l'acier, c'est bon, je vais plutôt mettre condition sur l'acier. Le moment total qu'on peut appliquer, total qu'on peut appliquer au maximum pour respecter la condition, la résistance pratique au glissement, c'est égal à 1353 Newton-mètres. Et pour l'aluminium, du coup, le moment total est égal à 3508. Pardon. Et donc, sur les deux, la plus limitante, du coup, c'est la plus faible. Donc, ça sera 1353 qui sera retenue. Donc, je vais peut-être reformuler la manière, mon explication. Il y a une condition sur l'acier qui va vous donner, du coup, une condition de résistance pratique au glissement qui va vous donner donc, un moment de torsion maximum à appliquer. Et pareil pour l'aluminium. Et donc, c'est la valeur la plus faible que vous retenez pour ne pas dépasser dans les deux cas cette résistance pratique au glissement. Je vais utiliser qu'une seule notation, le MT. Mais il y a un MT qui est déterminé par rapport à la condition sur l'acier et il y a un MT qui est déterminé par rapport à la condition sur l'aluminium. Pour cette deuxième question, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que c'est clair? Sur les unités, les résultats sont donnés en newton millimètres puisque vous avez des mégapascales. Du coup, en fait, toutes les dimensions, toutes les distances seront données en millimètres. Donc moi, après, j'ai juste, ça me donnait en fait 1 300 053, je ne sais plus combien. Et du coup, j'ai ramené ça en newton-mètre pour que le résultat soit plus clair, plus simple. Ok, et ben, je vous laisse du coup quelques minutes pour l'exercice suivant, arbre cylindrique étagé. Donc là, on est toujours sur des TD sur la torsion. Donc, je vais rapidement lire l'énoncé avec vous. On a une poutre qui donc, est encastrée en un point et est constituée de 3 tronçons de rayons différents. Et les 3 tronçons sont exprimés en fonction d'un paramètre grand R. Donc, vous avez le tronçon BC le plus faible, celui qui a le rayon le plus faible qui est égal à, qui a un rayon qui est noté grand R. AB donc, qui est égal à 1,5 grand R et OA qui a un rayon égal à 2 grand R. À chacune, il y a du coup 3 points qui sont repérés sur cette poutre A, B, C et on applique un moment de torsion différent à chacun de ces points. Donc, noté C1, C2, C3. Et on vous demande, donc la première question, de tracer le diagramme du moment de torsion. Donc, en fait, ce sont les éléments de réduction. Dans la torsion, les éléments de réduction
en fait, se résume à une seule équation. Enfin, l'action mécanique, c'est le moment de torsion. Donc, c'est une démarche un peu différente de ce que vous avez pu voir au début avec du coup l'effort normal, l'effort tranchant et le moment de flexion. Ici, on va parler que de moment de torsion et vous avez finalement qu'une seule équation dans le PFS qui vous permet de déterminer le moment de torsion le long de la poutre. Donc, je vous laisse quelques minutes pour. Donc, je corrigerai tout d'un coup, hein, les 4 questions. Et je vous laisse 10 minutes parce que oui, je voulais une demi-heure au moins qu'à 15 heures, on puisse commencer l'exercice sur la flexion. Donc 10 minutes.
Je vais faire la correction de l'exercice 4. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Je ne propose pas forcément que quelqu'un fasse la correction, mais en tout cas, s'il y a des volontaires, je ne suis pas contre. Bon, eh ben, je vais faire du coup la correction. Alors, on vous demande donc le diagramme du moment de torsion. On a donc d'abord schématisé les actions mécaniques et surtout la réaction. Pardon, j'ai l'impression que j'ai été... Non, c'est bon. Je crois que par contre, on ne voit plus mon document. Ok. Il y a eu un souci ou pas? Vous m'entendez bien et vous voyez toujours mon document? Ok. Donc, vous pouvez faire les éléments, au moment de la méthode de la coupure, les éléments de réduction égale moins le bilan à droite. Donc, ce qui ne nécessite pas de connaître les inconnus de liaison, enfin l'inconnu de liaison, le moment de torsion au point 0, au point O, pardon. On peut voir la méthode pour faire les inconnus de liaison quand même rapidement. Vous faites le PFS du coup sur toute la poutre. Donc, comme je l'évoquais juste avant, en fait, vous avez ici que les actions mécaniques liées à la torsion. Donc, vous avez une seule équation. Et au final, vous avez donc C0 qui est égal à moins C1, moins C2, moins C3, du coup, qui est égal à moins 5800 Nm. Je me permets peut-être d'évoquer le sens ici, enfin les vecteurs donc, qui sont dans le sens positif de l'axe X, avec donc la flèche de rotation qui est indiquée dans le sens, en fait, quand vous mettez dans le plan avec l'axe X qui vient vers vous, dans le plan donc ZY, pardon, et l'axe X il vient vers vous. La flèche qui a été représentée est dans le sens positif trigonométrique. Donc, voilà. Et du coup, donc C1, C2, C3 ont été définis comme ça. Donc, vous avez le sens, sens positif, le vecteur et la valeur qui est positive sur l'axe X. Par contre, c'est 0. Donc là, on l'a représenté, bien sûr, la flèche dans dans le même sens, mais la valeur est négative, moins 5800 Nm. Donc, ça sera dans le plan YZ, ça tournera dans le sens inverse trigonométrique. Donc là, alors du coup, oui, pardon, j'ai pas fait le diagramme, mais bon, j'ai représenté ça sous forme de tableau quand vous faites la méthode de la coupure. En faisant bilan à gauche, vous avez donc d'abord C0, puis quand vous êtes à X égale L, vous ajoutez C1, du coup X égale 2L, vous ajoutez C2, donc ça vous donne sur chaque tronçon les valeurs suivantes. Donc là, je les ai exprimées en newton millimètre. Et ça revient à la même chose, du coup, de faire moins le
bilan à droite, puisque à droite, ça vous donnera donc moins C3. Après, vous mettez moins C3, moins C2, et après, moins C2, moins C3, moins C1. Donc, dans chaque tronçon, le moment de torsion est constant. Et par contre, vous changez de valeur entre chaque tronçon. Donc, la question numéro 2, on vous demande de déterminer la contrainte maximale de cisaillement dans chaque tronçon. Dans chaque tronçon, vous pouvez donc exprimer la contrainte de cisaillement en fonction du moment de torsion, du moment quadratique polaire et donc du rayon, puisque cette contrainte dépend du coup de la fibre, du rayon de la fibre par rapport à la fibre moyenne. Donc, elle sera, dans chaque tronçon, cette contrainte sera maximale au rayon maximum. Et ce rayon maximum est différent. Donc, le tronçon BC, lui, a un rayon grand R, le tronçon AB, 1,5 grand R, et le tronçon OA, 2 grand R. Le moment quadratique polaire, dans chaque tronçon, est différent et s'exprime en fonction du rayon maximum. Donc, je ne vais pas me répéter, mais BC, c'est grand R, etc. etc. Là, les contraintes de cisaillement, on ne vous donne pas la valeur de grand R, mais vous pouvez du coup les exprimer en fonction de grand R. Et justement, comparer dans chaque tronçon le coefficient par rapport à ce paramètre-là, grand R, ce qui vous permet d'identifier le tronçon qui est le plus sollicité. Donc là, ce n'est pas ce qui vous est demandé dans la question, mais ça me permet d'anticiper sur la question 3, où on vous demande de calculer grand R pour assurer la condition de résistance dans toute la poutre. En fait, on va appliquer cette condition de résistance dans le tronçon qui est le plus sollicité, donc celui où la contrainte de cisaillement est la plus élevée, c'est-à-dire ici le tronçon AB. Puisqu'on a, on voit bien que c'est celui qui a le coefficient le plus important par rapport à ce paramètre grand R. Sans même connaître la valeur de grand R, on sait que ce sera celui-là le plus sollicité. Après, vous pouvez faire du coup sur les 3 tronçons la condition de la résistance et regarder dans chaque cas le grand R qui vous sera donné. Il faudra forcément prendre le grand R le plus élevé. Mais du coup, par avance, là, on peut voir visuellement, enfin, on peut déjà identifier sur quel tronçon appliquer cette condition. Et du coup, on trouve en application numérique 15,6 mm. Attention donc, au moment de l'application numérique d'avoir toutes les distances en millimètres, puisque vous avez des mégapascales. Du coup, dans l'énoncé, on vous donnait des newton-mètres. Donc, pensez bien à changer d'unité et à les mettre en newton-millimètres. C'est pour ça en fait que moi déjà j'avais mis du coup dans le tableau ici en newton-millimètres. Je vais continuer du coup, question 4. Pardon, hein, je fais défiler de haut en bas le document, c'est pour bien reprendre l'énoncé. Calculer l'angle de rotation de la section C par rapport à la section O, donc les deux extrémités de la poutre. On a pour chaque tronçon un angle unitaire de torsion différent. Donc, on va recalculer pour chaque tronçon l'angle unitaire. Et ensuite,
déterminer entre pour chaque tronçon, en fait, l'angle entre la section C et B, B et A et O, et les additionner pour avoir donc l'angle total entre C et O. Donc là, je n'ai pas fait les applications numériques pour l'angle unitaire, mais donc à partir de la formule, du moment de torsion que vous avez pour chaque tronçon, le G, c'est le même matériau, donc il ne change pas, et par contre, le moment quadratique polaire, lui, il change. Vous faites le calcul et vous multipliez du coup par L, les tronçons ont la même longueur pour avoir l'angle entre chaque section. Donc pour les points C, B, B, A et O, et vous les additionnez pour avoir l'angle total. Donc en application numérique, donc, toutes les formules vous donnent les angles en radians et vous faites la conversion en degrés. Alors on utilise les degrés, enfin on fait la conversion en degrés, on l'a fait pour avoir par rapport à la condition de rigidité qui vous est donnée, L en degrés. Bon là, l'exercice n'évoque pas cette condition de rigidité, mais c'est souvent en tout cas une grandeur qu'on veut en degrés. Donc, j'ai terminé pour les TD sur la torsion. Et est-ce qu'il y a des difficultés là sur cet exercice? Bon, ben, je vais vous laisser quelques minutes. Oui? Oui. Vous multipliez par la longueur parce que l'angle est constant dans chaque tronçon. Oui, tout à fait. Madame, Oui, je vous c'est écoute. normal qu'il y ait un moins dans la formule pour l'angle unitaire? Oui, il y a un sens trigonométrique dans du coup l'angle qui est égal à moins le moment de torsion divisé par G IG0. Le moins donne le sens par rapport au sens trigonométrique. Donc après, il dépend du coup par rapport au moment de torsion, s'il est positif ou négatif. Là, vous prenez en valeur absolue en fait pour les applications numériques. Et je réfléchis du coup dans quel sens, enfin, et comme évoqué tout à l'heure, euh, pardon, la rotation qui est dans le sens positif. Donc votre angle, il sera, pardon, j'ai du mal à visualiser, attendez. Non, l'angle de C par rapport à O, oui, sera négatif, puisqu'il sera dans le sens inverse trigonométrique. Le moins et voilà, vous donne le sens de l'angle entre, entre les deux sections. Je ne sais pas si ça a été clair. Si, et du coup, c'est parce que c'est dans le sens. Quand on va Alors, de C vers O, c'est dans le sens inverse. ben, disons que moi, je le visualise par rapport à votre schéma. Oui. Euh, la section C, vous voyez, tourne dans le sens trigonométrique, positif. Donc, si je prends un point de ma section et qu'après je regarde l'angle que cela
enfin, que ça va donner avec ma section O, forcément, je vais dans le sens inverse trigonométrique. Ça serait comme ça, moi, que je définirais, du coup, au final, je donnerai le sens de mon angle. Après, bien sûr, la formule vous donne ce sens-là avec le moins. Donc, soit vous gardez dans vos applications numériques ce moins et du coup, il apparaît, comme moi, je vous l'ai expliqué. Puisque votre moment, il est positif. Alors, du coup, je suis en train de me dire que là, non, il est négatif. Attendez. Alors, sauf que l'angle... Oui, ben, l'angle unitaire, en fait, il vous est donné dans le sens positif du X. Donc, en fait, moi, ça veut dire... Moi, je le fais à l'envers. Je donne C par rapport à O. Et en fait, là, votre résultat va donner O par rapport à C. Votre angle unitaire, il vous donne l'angle dans le sens de la section. Enfin, si vous prenez deux sections, ça sera dans le sens positif du X. Donc, ça sera par rapport à une section qui est comment dire, la section qui est à gauche par rapport à la section à droite. Vous voyez, si je prends mon axe X dans le sens... c'est difficile d'expliquer ça par des mots. J'arriverai plus à vous l'expliquer en faisant peut-être un schéma. Mais du coup, sens angle unitaire, sens positif le long de ma poutre. Et par rapport à... Après, il faut juste visualiser comment la poutre tourne. Et du coup, votre angle dans le plan, si ça va tourner dans le sens positif trigo ou inverse trigo. Si vous avez du mal à visualiser, après, c'est sûr que les formules vous donneront du coup ce sens-là. Mais il faut bien du coup comprendre que les formules sont faites par rapport au sens de l'axe des X positif. Donc, si on vous demande C par rapport à O, on n'est pas dans le sens de positif de l'axe des X, vu qu'on va quand on va du C vers le O, vous voyez, on va pas dans le sens de l'axe des X. C'était clair ou pas? Je peux reprendre, hein, je peux reformuler. Je sais Du coup, c'est parce que que là, on regarde d'un point de vue de C vers O voilà. qu'on a mis le moins. Oui. Non, la formule, non. La formule vous donne le sens de rotation du O vers le C. Ok, oui. Ou du O vers le A, Dans le du sens A des X. vers le B et du B vers le C plutôt, vu qu'on a un angle unitaire qui est différent. Mais du coup, dans le sens des X. Ouais, ça c'est bon. Et après, votre moment de torsion, du coup, lui, il a un sens, il a un signe. Donc, vous devez respecter aussi ce signe-là. Et qu'est-ce que je veux dire Oui, non, je crois que j'ai répondu. J'avais quelque chose à ajouter, mais c'est bon pour vous? En soi, oui, mais du coup, dans la formule de base, il y a le moins. Oui. Votre angle unitaire, du coup, est lié à votre moment de torsion avec un signe moins. Enfin, du coup, il y a un signe moins entre les deux. C'est-à-dire que votre moment de torsion, si vous tournez votre surface, par exemple, je prends juste le tronçon OA. Si je tourne donc le C1, il est positif. Votre angle entre le O et le A, ça sera un angle négatif. Oui. Ok. Bah, moi, ça me va, ok. C'est juste que dans le cours, on avait écrit alpha égale mx sur g et il n'y avait pas le moins sur ça. Dans le cours... Alors, attendez, je vais reprendre. Parce que cette formule, elle vient de votre cours. Oui, c'est pour ça que ça me perturbait. Redites-moi la formule à laquelle vous faites allusion.
Par exemple, on a la contrainte qui est égale au moment x sur l'inertie au point G fois A le rayon. Ça, c'est pour la contrainte. Et pour alpha x, on a égal au moment sur G fois l'inertie dans ce qu'il y a à retenir pour la torsion. Je regarde en même temps. Oui. Après, on voit juste dessus qu'on met tout le temps les valeurs absolues. Euh, Alors, j'ai bien aussi dans mes formules, là, j'avoue que je ne sais pas trop d'où je sors le moins, puisque c'est vraiment une formule que j'ai prise de votre cours. Et en fait, il faudrait que je reprenne les supports de l'année dernière, puisque je pense que je l'ai pris de l'année dernière. Bon, alors, en plus, en réfléchissant à mon explication, quand je vous dis que lorsqu'on tourne entre O et A, le moment de torsion, s'il est positif, si on voit comment O se situe par rapport à A, ça serait aussi positif en fait. Donc ça suivrait le même sens trigonométrique et on n'aurait pas de signe moins. Donc, Que le moment. de quoi, pardon? Ça suivrait le même signe, sens trigonométrique que le moment. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Euh, bon, après, oui, oui, ça suit cette logique-là et du coup, ça fait que je comprends encore moins pourquoi moi je me retrouve avec un moins avec ma formule, mais désolée si ça vous a embrouillé. Non, ok, Euh, c'est pas grave. voilà.
Bah, au moins, en Mais, gros, on s'arrange pour que ce soit positif à la fin, non? et surtout, il faut comprendre comment votre poutre tourne, Oui, comment les sections se déplacent, et à partir de là, vous arrivez à savoir le sens que vous devez donner à votre angle. C'est ouais, surtout ça. Au ok. final, parce que si vous réfléchissez bien sûr en valeur absolue, du coup, à la fin, il faut, alors, oui, il faut donner un signe quand même à votre angle, euh, positif ou négatif, par rapport justement, ça tourne dans le sens trigonométrique ou pas. Ouais, c'est bon, j'ai capté.
Je vais corriger donc l'exercice sur la flexion. Donc, vous avez deux poutres. Une poutre donc, horizontale et une poutre verticale qui sont assemblées en un angle droit au point O. Et la poutre donc, horizontale, dont les extrémités donc, sont notées G0 et G1, elle est articulée donc, avec l'extérieur en G0, elle est en appui simple, non, pardon, elle est articulée en G1 et en appui simple en G0. Vous avez un chargement sur la poutre verticale. Vous avez une charge répartie donc, tout le long, plus une force ponctuelle F qui s'applique du coup en G0. On vous demande de déterminer les réactions d'appui. Donc, en fait, de déterminer les inconnues de liaison. Donc, faites les réactions d'appui en G0 et G1. Il y a donc une autre liaison qui n'est pas clairement identifiée dans l'énoncé, qui est l'encastrement en haut. Donc, on va, pour déterminer les inconnues de liaison en G0 et G1, faire deux PFS. Le premier sur la poutre verticale, donc 0G2, et ensuite sur la poutre G0, G1. Pour la poutre G2, 0, ou O, plutôt l'appeler O, donc les forces, les actions mécaniques qui s'appliquent sur cette poutre, donc l'encastrement nous donne trois inconnues de liaison que j'ai notées, donc ROX, ROY et ROF. Et on a ensuite la force F et la force répartie de taux P. Donc là, j'ai noté ici les torseurs correspondant à ces actions mécaniques pour décrire ces actions mécaniques. On a donc bien ici trois inconnues et donc trois équations avec le PFS. Donc on a un problème qui est isostatique. Donc mon PFS sur cette poutre me donne les équations suivantes et donc les inconnues de liaison de l'encastrement suivant. Donc ROX est égal à P grand H, ROY grand F, ROF, P H au carré divisé par 2. Alors, pour reprendre peut-être un peu le détail des équations, pour le moment notamment, on a donc le moment de la liaison. Et ici, donc, je l'ai fait par rapport à O pour justement simplifier l'équation. Donc, ah oui, non, pardon. Du coup, on a en fait, il n'y a que le chargement P qui induit un moment de flexion, puisque la force F est collinéaire au bras de levier. Donc, du coup, on n'a pas de moment qui est induit par cette force. Donc ensuite, je fais mon PFS sur G0, G1. Donc on a l'encastrement dont on vient de déterminer les actions mécaniques. L'appui simple en G0 qui nous donne donc une seule composante RG0Y. Et en G1, la rotule qui nous donne deux composantes RG1X, RG1Y. Donc le PFS, donc on a bien trois inconnues et trois équations. Donc on peut déterminer nos trois inconnues. Et
au niveau donc, du PFS, bon, pas de difficulté particulière. Le moment, je l'ai calculé en J1. Donc là, quel que soit le point que vous utilisez, hein, ça vous donnera, enfin, ça ne changera rien à vos résultats. Ça va juste simplifier vos équations d'une manière ou d'une autre. Et donc, au final, j'ai les expressions suivantes donc, pour mes trois inconnues de liaison, enfin mes trois, pour mes appuis simples en G1 et mes réactions en G1 et G0. Voilà, je vais continuer du coup sur la deuxième question qui est de déterminer les éléments de réduction et de tracer les diagrammes. Donc là, on va faire les éléments de réduction sur les deux poutres. Donc d'abord G0, G1. Donc soit vous faites le bilan, vous pouvez faire donc, dans un premier temps pour X inférieur à L le bilan à gauche et après pour X supérieur à L moins le bilan à droite pour éviter, pour simplifier votre problème et éviter d'avoir à prendre en compte l'encastrement. Mais après, ça revient aussi au même si vous faites que le bilan à gauche, du coup, en prenant en compte les actions mécaniques de l'encastrement. Je ne sais pas si je... Oui, je vous écoute. Vous pouvez remonter un peu, juste, j'ai cru voir un moment, il y avait écrit moins FL, mais dans le bilan, ouais, moins FL ici, là, sur la dernière ligne. Pourquoi c'est pas plus FL pour le Euh, moment? je vais C'est refaire. Oui. dans le sens trigonométrique, là, non? Du coup, ça devrait être Parce plus. que j'ai fait des erreurs qui est des erreurs, hein, je vais reprendre. Du coup, donc j'ai pas le schéma sous les yeux. J'ai un. Donc là, on est sur le moment. Alors oui, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé. L'encastrement, du coup, quand j'ai défini, alors je regarde si c'est à ce niveau-là. Je me permets juste ce point, pardon, je réponds à votre question après, je ne sais pas si ça y Ok. répondra, mais du coup, l'encastrement, je l'ai défini comme les actions mécaniques sur 0 G2. Donc, du coup, quand je fais le PFS sur G0, G1, forcément, je mets que c'est moins ces actions mécaniques. Ce sont des réactions, du coup, aux actions mécaniques que j'ai définies avant. C'est pour ça que ici, là, quand je liste les actions mécaniques qui s'appliquent sur G0, G1, j'ai mis moins R0X, moins R0Y, moins M0F. Alors, je reviens du coup sur votre remarque. Ici, j'ai marqué moins F fois L. Parce que forcément, je pense que là, c'est lié à mon résultat en haut. Donc, en fait, ça, c'est à mon avis le moment de moins R0Y. Alors, attendez, je reprends juste l'équation pour me rappeler de ce à quoi ça correspond.
Oui, du coup, pour répondre à votre question, je suis d'accord avec vous. J'ai voulu reprendre dans le calme mon équation. Je vais corriger. C'est en effet un plus. Donc, je vais reprendre avec le schéma, puisque c'est le moment donc, lié à la force moins ROY, qui est égal à du coup moins F. Donc, par rapport à G1, on a bien quelque chose qui va faire tourner notre poutre dans le sens trigonométrique. Du coup, on a un plus. Ok, merci. Donc oui, j'avais commencé la question 2 sur la méthode de la coupure, sur la poutre G0, G1, et le fait, du coup, vous pouvez faire soit le bilan à gauche, enfin en tout cas, éviter d'avoir à prendre en compte l'encastrement, de faire donc le bilan à gauche sur x inférieur à L et moins le bilan à droite pour x supérieur à L. Donc ici, en fait, vous reprenez vous ne reprenez pas forcément ce que vous avez fait justement avant si vous faites cette méthode-là. Mais donc pour l'effort normal, il n'y a que donc en x supérieur à L ou attendez, pardon, je mélange les pinceaux, je reprends juste ce que j'ai fait.
Je me permets juste de corriger. Je me rends compte que j'ai fait des erreurs dans mon document, donc je prends juste quelques minutes. Je reviens vers vous.
Pardon, je vais du coup reprendre. Donc, sur la poutre G0, G1, donc, vous faites avant, pour X inférieur à L, le bilan à gauche. Donc, sur la liaison à puits simple, vous n'avez pas d'effort normal. Vous avez un effort tranchant donc, qui correspond à R, G0, Y qu'on a déterminé avant. Et donc, vous faites le moment de cette force-là. Ici, vous n'avez pas forcément l'application numérique, mais dans tous les cas, elle est positive parce que si, elle ne peut pas être négative. Donc, ça sera forcément un bras de levier, avec un sens euh, inverse trigonométrique. Et donc, pour x supérieur à L, vous faites moins le bilan à droite, donc avec la liaison, la rotule en G1. Donc, par rapport à ce qu'on a déterminé avant, donc moins pH. Pour R G1Y, donc moins ce qu'on a trouvé avant. Et vous faites aussi, donc par rapport au moment, pareil par rapport à ces forces-là. Pour la poutre G2, G1, pareil du coup. Donc là, en fait, c'est en fonction de Y, puisqu'on est sur une poutre qui est verticale. Donc, l'effort normal, donc là, j'ai fait le bilan donc, à droite, donc moins F. L'effort tranchant, donc c'est la force, c'est le taux P, donc par rapport à la distance L moins Y. Enfin, en tout cas, c'est cette distance-là que vous devez prendre en compte par rapport à la force qui s'applique. Et pareil pour du coup le bras de levier. Je vais du coup enchaîner avec l'autre exercice. Il est déjà 16 heures. Alors peut-être que je vous donne quelques minutes et je balayerai la correction pour vous donner les grandes lignes parce qu'on n'aura pas le temps de voir dans le détail. Alors, Madame, oui, j'allais avant répondre on à... a fait un bilan à gauche et le moins bilan à droite parce que c'est une relation d'encastrement, c'est pour ça. Répétez votre question, pardon. Juste à la fin de l'exo, voilà, on avait fait d'abord le bilan à gauche et après le moins bilan à droite parce que c'est une relation d'encastrement, c'est pour ça qu'on a fait ça. Non, Dans le tableau. c'est parce que, en fait, si vous faites le bilan à gauche pour X supérieur à L, vous devez prendre en compte l'encastrement, ce qui alourdit les équations. Ça simplifie, c'est plus simple de du coup faire directement le bilan à droite. Ça revient au même. Hein. Oui, c'est pour ça. Ok. Si je n'avais pas fait le bilan à droite, bah, j'aurais fait ce que j'ai trouvé donc, sur la partie. Voilà, je dois prendre en compte les réactions de G0 plus les réactions en 0. Oui, c'est pour ça. Ok. Mais du coup, c'était pour simplifier la situation de l'encastrement. C'est pour du coup ne pas avoir à prendre Oui. en compte l'encastrement et je fais mon bilan sur les actions qui s'appliquent en G1. Enfin, moins les actions qui s'appliquent en G1. Directement, en fait. Voilà. Mais du coup, les deux méthodes reviennent au même. Mais par contre, le fait que ce soit un encastrement, ça aurait pu faire, être une autre force, n'importe quoi. C'est la même méthode. C'est pas parce que c'est un encastrement hein, qu'on fait cette Oui, méthode. oui. C'est parce que, comme on vous l'a expliqué, vous faites soit le bilan à gauche, soit moins le bilan à droite. Donc, dans certains cas, ça simplifie de faire moins le bilan à droite. Ici, c'en est un exemple.
Je crois qu'il y avait… Ah oui, quelqu'un me demandait à ce qu'il y ait les corrections. Je pense que c'est ce qui a été fait pour les autres TD. À la fin de la semaine, on mettra en ligne, en effet, sur My Learning Space, la correction de ces TD. Et ça ne sera pas mon document, hein, le document que je vous partage. Ça sera des documents, d'ailleurs, qui, je pense, seront plus détaillés, sûrement. Je crois que c'est sur PPT que c'est fait. Vous avez donc pour chaque exercice la correction qui vous sera mis en ligne du coup sur My Learning Space. Ça sera très certainement après du coup la dernière séance, enfin plutôt la semaine prochaine en fait, puisque là chaque groupe a des TD jusqu'à vendredi après-midi, donc je ne pense pas qu'elles seront en ligne avant vendredi après-midi, donc ça sera sûrement à partir de lundi de la semaine prochaine. Donc je vous reprends dans quelques minutes pour l'exercice 7. Je vais du coup, pour la correction de l'exercice 7, vraiment vous donner les grandes lignes. Donc, je sais que je ne vous ai pas donné forcément beaucoup de temps. Sauf que là, vu qu'il est déjà 16h05, j'aimerais quand même respecter le timing donc, de 16h15. Donc, dans cet exercice, vous avez une poutre qui est encastrée au point G0, en appui simple au point G1 et qui a son extrémité G2 qui est libre. On applique du coup sur la poutre une charge linéique uniformément répartie, donc de taux P sur toute sa longueur. On vous demande de déterminer les réactions d'appui, donc en G0 et G1. L'encastrement vous donne 3 inconnues de liaison et l'appui simple vous donne une inconnue de liaison. Vous avez 4 inconnues, donc vous avez un problème hyperstatique, puisque le PFS vous donne 3 équations. Donc, il y a nécessité de trouver une autre équation. Et pour cela, on va utiliser l'équation de la déformée, qui, donc, par rapport à des conditions, donc, notamment en G0 et G1, vous donne donc, des équations supplémentaires. Mais le fait même de déterminer la déformée va nécessiter aussi de déterminer les deux constantes d'intégration vu qu'on intègre 2 fois. L'équation qu'on a de base de la déformée, c'est une dérivée seconde.
Donc, il y a nécessité de l'intégrer 2 fois. Ça fait apparaître 2 constantes d'intégration. Et ça sera sur 2 portions, puisqu'on va avoir une équation en G0 au J1 et une équation en J1, G2. Alors, je vais peut-être représenter donc, la dérivée seconde de la déformée, qu'on note F, qui s'exprime en fonction du moment fléchissant, du module d'élasticité et du moment quadratique. Donc là, par rapport, ce n'est pas le quadratique polaire, c'est par rapport à un axe. Donc il est ici différent de ceux qu'on a pu calculer pour la torsion. Étant donné que le moment fléchissant varie le long de la poutre, en tout cas est différent entre G0, J1 et J1, G2, on va avoir forcément nécessité de déterminer sur ces 2 portions de la poutre la déformée. Donc au total, vous avez 4 inconnus. Ça vous fait apparaître 4 inconnus supplémentaires. Et on a, au final, avec les conditions sur la déformée, 5 équations qui sont donc continuité de la dérivée en J1, la dérivée qui est égale à 0 en G0, continuité de la déformée en J1 et valeur nulle également de la déformée en G0 et J1. Donc, ça vous donne au total 5 équations, donc bien une équation supplémentaire pour résoudre les inconnus de liaison. Alors, dans la correction, là, je vais vous présenter les 2 méthodes. Il y a 2 méthodes donc, qui sont possibles. Soit une méthode directe, donc en fait celle que je vous ai présentée, de déterminer donc avec toutes les inconnues qu'on vient de lister, toutes les équations qu'on vient de lister, les inconnus. Sinon, vous avez la possibilité de considérer ce problème comme étant l'addition de 2 problèmes isostatiques. Donc là, pardon, je déroule la correction. Le cas isostatique numéro 1, ça serait donc la poudre encastrée en G0 avec une charge répartie P, donc sans prendre en compte le point J1. Et le cas isostatique numéro 2, ça serait donc de prendre en compte donc, l'appui simple en J1 et de le modéliser en fait comme étant une force qui s'applique sur la poutre et qui correspondrait donc à RYG1. Et au final, donc, en fait, vous mettez la condition que la flèche en J1, qui est l'addition de la flèche des 2 cas, est égale à 0. Donc ça, c'est une autre façon de voir le problème et d'ajouter du coup une équation pour déterminer les inconnus de liaison. Donc, je ne vais pas détailler les calculs parce que là, pour le coup, ça prendrait beaucoup de temps. Je vais du coup juste voir, je regarde si ça vaut le coup. Pour les éléments de réduction, ok. Pour les éléments de réduction, donc vous faites la méthode de la coupure. Donc, comme tout à l'heure, en fait, vous avez la possibilité soit de faire uniquement le bilan à gauche sur toute la poutre, soit une fois que vous passez le point J1, de faire moins le bilan à droite, en fait, où vous avez plus que la force répartie. Donc, pas besoin de prendre en compte ici l'appui en J1.
Pour la question 3, déterminer l'équation de la ligne moyenne déformée. Donc ça, en fait, c'est ce que vous aurez fait dans la question 1. Alors, pas forcément, justement, si vous avez fait la méthode de l'addition des cas isostatiques. En tout cas, vous avez, comme je l'ai énoncé, les conditions sur la dérivée, la continuité de la dérivée en J1 et la valeur de la déformée qui est nulle en G0 et J1. Donc ça, avec ces conditions-là, vous déterminez les constantes d'intégration et ça vous permet donc de déterminer l'équation de la ligne moyenne déformée. Ensuite, donc question 4, l'expression du déplacement vertical de l'extrémité G en G2. Du coup, dans l'équation de la dérivée, dans ce que vous aurez déterminé pour la question 3, donc l'équation de la ligne moyenne déformée, vous injectez, donc x est égal à 3L. Et en fait, l'exercice là ici continue, je l'ai fait en deux catégories. Après, on vous demande en fait de vérifier la condition de résistance pour, donc on vous dit une poutre en alliage d'aluminium. On vous donne donc la limite pratique d'élasticité. Donc, vous exprimez, vous calculez la contrainte en fonction du moment fléchissant et du moment quadratique et également de la hauteur de la fibre qui vous donne en fait la contrainte maximale. Donc, vous prenez la hauteur maximum. Si elle est de section carrée, donc avec de côté A, forcément, la hauteur maximale sera donc A divisé par 2, puisque la fibre moyenne sera au milieu. Par rapport du coup aux éléments de réduction que vous voudrez déterminer précédemment, vous déterminez le moment fléchissant maximum et vous pouvez du coup appliquer votre condition de dimensionnement et déterminer le A minimum pour vérifier la condition de résistance. Donc en application numérique, on trouve 3,78 cm. Et on vous demande du coup de calculer le déplacement vertical à l'extrémité G2. Donc avec les valeurs du module d'élasticité qu'on vous donne, vous pouvez faire l'application numérique. OK. Pour ce type d'exercice, il y a beaucoup de... mathématiquement, ça peut être assez lourd au niveau des équations. Donc là, en tout cas, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. En tout cas, avec les corrections qui vous seront mises en ligne, vous pourrez vérifier toutes les étapes. Mais l'idée, voilà, c'est quand même que vous ayez en tête la démarche. Et par rapport au TD, là, je vais conclure. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des points qui demandent à être éclaircis. Bon, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vais clôturer la session. Vous pouvez donc vous adresser soit à moi directement, soit à Monsieur Demouveau si jamais vous avez des questions ou des demandes. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.